Salut à tous, c'est Minestra. On se retrouve aussi aujourd'hui pour une petite vidéo donc, de deck building. Je m'excuse pour ces temps d'attente entre toutes les vidéos. J'avais dit que j'essaierais de faire un roulement un peu plus régulier, c'est-à-dire avec des vidéos de deck building, des vidéos un peu plus travaillées. Mais il s'avère qu'en fait, en ce moment je travaille beaucoup, on est vraiment très occupé. Donc j'ai du mal à mettre tout ça en place de manière régulière. Donc je vais sortir des vidéos un peu quand je pourrai, jusqu'à ce que ça se tasse un peu et que j'ai un peu plus de temps pour moi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de deck building. Comme vous avez vu sur le titre, donc on va faire un monovent. Mais on va essayer de faire un monovent qui n'utilise pas le combo Yuri Shelinka Lananem, c'est-à-dire pas de combo FFC. J'ai pas envie d'utiliser ce genre de combo là, pas parce que je trouve qu'il est pas très intéressant, c'est juste que on le voit beaucoup, le deck on connaît, et puis avec l'Opus 9 j'ai envie d'essayer autre chose, avec d'autres types de cartes. Alors on va pouvoir commencer tout de suite avec les soutiens. On va commencer par jouer deux archers Opus 1, que vous pouvez mettre deux ninjas Opus 8, ce sont exactement les mêmes. L'intérêt c'est que c'est un soutien à 2, donc il est très rapide à jouer, et que pour 2 et en le détruisant, on peut détruire un soutien de coût 3 ou moins de l'adversaire. C'est très fort, ça nous permet de nous débarrasser de pas mal de soutiens très pénibles. Donc on va pas s'embêter à le jouer. On le joue que 2 fois parce que 3 fois c'est trop en général, on va s'en servir cet effet là on va s'en servir qu'une seule fois par partie. 2 vraiment dans des cas très rares, donc on va avoir un troisième, c'est pas obligatoire. Et de toute façon, on n'a pas envie de le piocher plus souvent. Donc 2 c'est très bien. On va ensuite jouer 2 mages blancs Opus 6. Alors pourquoi on joue mage blanc Opus 6? Parce que c'est encore une fois un soutien à 2, donc c'est très intéressant, ça se joue très vite. Et il va avoir un intérêt très fort dans la nouvelle méta. Pourquoi? Parce que quand il rentre sur le terrain, il choisir un personnage dans la break zone. Voilà, c'est pas un personnage, c'est une carte dans la break zone de l'adversaire et je la retire du jeu. Donc déjà ça me permet de dire, quand il rentre sur le terrain, je peux éliminer une menace de la break zone, si jamais je sais que l'adversaire peut la récupérer. Donc c'est très fort. Mais c'est surtout là où c'est très intéressant, c'est surtout son deuxième effet. Je peux payer 1 et le mettre en break zone. Là où c'est fort, c'est que je n'ai pas besoin de le dueler, donc c'est-à-dire que le CP pour faire son effet peut provenir du mage blanc. Donc ça c'est très fort. Et on va refaire l'effet d'entrée de jeu, c'est-à-dire qu'on va choisir une carte dans la break zone de l'adversaire, on va la retirer du jeu. Ça c'est très fort, ça nous permet de répondre à pas mal de choses. C'est-à-dire que si l'adversaire joue par exemple un Devo, un Phoenix ou quoi que ce soit, et qu'il veut faire revenir sur le terrain un avant, et s'il le cible, il va devoir cibler cet avant-là, ou cette carte, et nous en réponse on va pouvoir dire non, on retire ça du jeu, donc tu ne le feras pas. C'est très fort dans la méta parce qu'il y a beaucoup de cartes qui permettent de récupérer un break zone, et ça compte complètement ce genre de type de carte. On va ensuite jouer Charlotta en x1. C'est un soutien qui est assez intéressant parce qu'il coûte 2, donc c'est toujours un soutien qui coûte pas cher, et que son effet c'est que si jamais elle produit des CP, je peux la détruire pour produire un CP supplémentaire de n'importe quelle couleur. C'est-à-dire que pour un soutien, je peux produire 2 CP. C'est pas excessivement fort dans ce deck là, mais ça reste toujours intéressant, donc on va jouer en x1. Ça reste tout à fait correct. On va commencer à arriver aux soutiens qui sont un peu plus intéressants. On va jouer Myun en x2. Pourquoi Myun en x2? Alors c'est un soutien qui est très intéressant parce que lorsqu'elle rentre sur le terrain, je peux choisir un personnage que je contrôle et le renvoyer dans ma main. Si je le fais, je pioche une carte. Donc c'est-à-dire que je peux jouer un soutien et renvoyer une carte que je contrôle dans ma main. Dit comme ça a l'air pas très intéressant, mais ça nous permet de refaire des entrées de jeu qui sont très forts. Par exemple, je peux récupérer un mage blanc. Je peux récupérer, je sais pas, une écho, je peux récupérer des cartes qui ont des bonnes entrées de jeu, un Bard par exemple, et en reprofiter. Et en plus de ça, si je fais ça, je pioche une carte. Donc c'est très fort. Pourquoi on la joue qu'en x2 pas en x3? Parce que une fois qu'elle est sur le terrain, on peut pas la faire quitter. C'est juste pas possible de la quitter, donc on n'a pas envie de la piocher trop de fois qu'une fois qu'elle est sur le terrain, donc en x2 ça suffit largement. Et voilà. On va ensuite jouer 3 Riku H Opus 1. Alors Riku H Opus 1, la carte est très connue, elle est très forte aussi. Pourquoi on la joue x3? Parce que c'est le soutien qu'on a envie d'avoir le plus souvent dans la partie. Pourquoi? Parce que c'est toujours un soutien à 2, donc on va dans les soutiens à 2, donc c'est des soutiens qui se jouent très vite. On va payer un vent, on va la dueler, et votre adversaire va mettre la carte de son deck, non, on appelle ça meuler. Donc on va lui meuler une carte. En soi c'est très fort, mais du coup pourquoi la jouer en x3? Parce qu'en fait elle a un S. Et ce S est très intéressant, c'est que je paye un S, toujours un vent, et je la duel, et on va meuler les 2 cartes du deck de l'adversaire, et en plus de ça on va piocher une carte. Donc c'est excessivement fort. Vous allez voir, c'est un deck qui se base sur de l'aggro et de la meule, donc c'est vraiment une carte qui est vraiment très forte. On la joue en x3 sans hésiter. Autre soutien qu'on va jouer en x3, c'est Aeris R Opus 1.
Pourquoi on la joue en x3? Parce que c'est un soutien qui est extrêmement utile, ça me permet d'éviter pas mal de contrôles. Déjà, le premier effet, c'est quand tu rentres sur le terrain, je choisis 3 soutiens que je contrôle et je les réactive. Autre qu'Aeris, évidemment. Donc c'est à dire que si j'ai 3 soutiens sur le terrain, Aeris littéralement me coûte 0. Donc c'est vraiment très fort, c'est à dire que je peux la jouer très rapidement sans que ça me coûte beaucoup de ressources. Pourquoi on la joue? C'est juste tout simplement pour son S. Je paye une RIC, je l'adule, je réactive tous mes avants que je contrôle, ils ne peuvent pas être choisis par les invocations en compétence tour-ci. Ça peut me servir pour pas mal de choses, ça me fait dans mes combos que je vais pouvoir vous montrer plus tard avec les avants, et ça peut aussi me permettre d'éviter des invocations ou des compétences qui pourraient me gérer mes avants. C'est extrêmement fort, on la joue x3, c'est beaucoup trop fort, on n'hésite pas. On va jouer ensuite 2 Maria au puissant. Maria c'est très simple, un soutien à 4, mes avants que je contrôle gagnent plus 1000 de force. C'est très fort, on la joue qu'en x2 encore une fois, pourquoi? Parce que en avoir 3, ça me permettrait d'avoir plus souvent, certes, mais le soutien ne peut pas être détruit, on ne peut pas le détruire nous-mêmes. Donc c'est à dire qu'une fois qu'il est là, on n'a plus on peut plus rien faire avec, et donc j'ai pas envie d'avoir une main polluée de Maria. On le joue en x2, on aura suffisamment de pioches, etc. pour la récupérer assez rapidement, donc on la joue qu'en x2, ça suffit. Et enfin, dernier soutien qu'on va jouer, ça va être Echo, qu'on joue en 2 fois. Echo, c'est un soutien qui fait beaucoup de choses, donc on veut l'avoir, on veut l'avoir à la fin de l'ex-burst, ça fait beaucoup de choses, c'est vraiment très très fort. Je vais vous lister les effets, vous allez voir, c'est très très intéressant. Quand tu es sur le terrain, on va choisir jusqu'à 2 des 4 effets suivants. Je peux choisir un soutien, un avant, je le réactive. Je peux choisir un soutien autre que Echo et je le réactive. Je peux regarder la carte sur mon deck et je peux la placer cette carte sous mon deck si jamais je ne la vois pas. Et enfin, je peux piocher une carte. Pourquoi c'est très fort? Parce que ça permet de lancer plein de combos en début de partie, c'est-à-dire piocher une carte pour activer un soutien, pour rejouer d'autres soutiens qui vont arriver plus tard. On peut regarder la carte sur notre deck et piocher. On peut un peu prévoir un peu notre pioche. Enfin, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très intéressantes à faire avec Echo. C'est un soutien qui est merveilleux. Franchement, n'hésitez pas à jouer le, c'est vraiment très fort. Et voilà, donc on a 17 soutiens, donc c'est une base de soutien très classique. Hein. Normalement, les monovents, il y a une bonne partie de ces soutiens-là que vous allez jouer. Donc c'est pas là que va être l'originalité va plutôt vous provenir des avants. Et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Ça de retour pour les avants donc, du deck. Donc là, la grosse originalité du deck, c'est ces avants-là qu'on va pas forcément voir dans tous les monovents. J'ai essayé de faire un truc un peu original et qui marche bien. Ce sera forcément moins fort qu'un monovent entre guillemets classique, mais ça reste quand même complètement viable. Et l'adversaire ne peut pas forcément s'y attendre vu que on joue un gameplay qui est un petit peu différent. Alors, premier avant qui est ultra important, qui est l'un des 2 avants clés du deck, c'est Yasmat, opus 9. Alors Yasmat c'est un avant qui coûte 9 et qui a 10 000 de force, donc il a un très gros body mais il coûte aussi très cher. Il a un X-Burst, ce qui le rend vraiment très fort à ce niveau-là, et il a un effet qui va s'activer à chacune de nos phases, même phase 1. Au début de la phase 1, on va faire son effet, et quand il rentre en jeu. Alors ces effets-là, c'est qu'en fait on choisit un des 3 effets suivants, et on va le faire. Premier effet, on peut détruire un avant de coût 5 sur le terrain. Donc ça fait comme un Diablo globalement, c'est très fort. Deuxième effet, on peut choisir un monstre et le détruire. Ça c'est beaucoup plus situationnel, il y a pour le moment assez peu de decks qui jouent des monstres de manière compétitive, donc on est content que cet effet existe, mais globalement on va jamais s'en servir. Et surtout l'effet qui nous intéresse le plus, le dernier, c'est on réactive tous les personnages qu'on contrôle. C'est-à-dire que là où c'est bizarre, c'est que au début de notre active phase, avant de piocher, on réactive tous nos personnages. On pioche, et là, les effets s'activent et on peut réactiver tous nos personnages. Là, on se dit à quoi ça sert, parce que mes races sont déjà tous réactivés, j'ai pas besoin de les réactiver. Ça sert évidemment de temps en temps contre le gel, par exemple, mais c'est pas si ouf que ça. Et bon, en fait, là où c'est très fort, c'est que cet effet-là, on va pouvoir y répondre. On peut pas y répondre en jouant en avant, forcément, mais on peut en répondre en jouant une invocation, on peut y répondre en jouant des compétences, et c'est exactement ce qu'on va en faire. On va essayer de surabuser de cet effet-là pour activer le maximum de compétences pendant cette phase où on pourra réactiver tout. Et justement, c'est la carte qui nous permet de faire ça, c'est Arc Opus 5 qu'on va jouer en x3 également. Alors Arc c'est un avant à 3 pour 7000, donc tout à fait correct en termes de body, qui va avoir des effets qui nous intéressent tout le temps. Son premier effet, c'est les avants de job gagnent de la lumière, et les avants que je contrôle autres que Arc gagnent plus 1000 de force. Donc il va nous permettre de booster nos autres cartes, c'est très intéressant déjà de base, rien que comme ça c'est intéressant. Mais là ce qu'on veut c'est vraiment surabuser de son dernier effet, qui va nous permettre de dueler un total de 3 soutiens ou 3 avant-vents que je contrôle, c'est-à-dire que je peux faire un mix de tout ce que je veux, c'est-à-dire que je peux dueler
3 soutiens, 3 soutiens avant, 3 avant, 2 avant, un soutien, 2 soutiens en avant, enfin, je fais un peu ce que je veux. Et je vais choisir un avant que je contrôle, un avant, et il ne peut pas être bloqué par un avant de coup 3 ou plus ce tour-ci. Donc ça me permet de transformer nos cartes en... Tu ne peux pas bloquer avec tes avants de coup 3 ou plus. C'est-à-dire que tu ne peux bloquer qu'avec tes avants de coup 1 ou 2. Donc cet effet-là, on va essayer de surabuser avec Kiasmat. C'est-à-dire qu'on va... Toutes nos cartes sur le terrain, on va essayer de les dueler au maximum pour activer son effet, pour pouvoir ensuite tous les réactiver et pouvoir passer à la phase d'attaque. Donc voilà pourquoi c'est un deck aggro. On va transformer tout notre terrain en, entre guillemets, imbloquable. Donc tout le jeu va se tourner autour de ça. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est de transformer des cartes, d'avoir des avants qui ont des intérêts quand ils attaquent. Globalement, c'est l'idée. Donc c'est ce qu'on va vous présenter tout de suite. Avant de commencer, on va jouer une carte en x3 encore, qui va être les Sœurs Magus Opus 9. Pourquoi c'est fort? Parce que c'est une carte qui va rester sur le terrain longtemps. Elle est très difficile à gérer. Pourquoi? Donc pour 4 c'est une 7000, donc là on est un peu faible, mais c'est pas très grave parce que ce sera boosté par Arc, elle est boostée par Maria, et vous verrez qu'il y a encore un boost de plus dans le deck. Donc mon premier effet, c'est lorsqu'elle rentre sur le terrain, je peux choisir une de mes cartes dans mon deck et la mettre dans ma break zone. Dit comme ça, c'est pas très intéressant, c'est-à-dire que je sacrifie moi-même une carte dans ma break zone. C'est pas si intéressant que ça, mais en fait, vous allez voir, c'est très fort. C'est très fort pour deux choses. Premier effet, c'est qu'on va regarder le deuxième effet de Sœur Magus, qui est que lorsqu'elle est mise du terrain à la break zone, je peux retirer du jeu une carte non de Sœur Magus de ma break zone, et si je fais ça, je rejoue ma carte sur le terrain duel. Donc c'est-à-dire que je peux jouer ma Sœur Magus, aller chercher une Sœur Magus dans mon deck et la mettre dans ma break zone, et être sûr que si jamais elle est détruite une fois, elle pourra revenir une deuxième fois. Et là où c'est fort, c'est que quand on la rejoue sur le terrain. Donc on refait son effet d'entrée de jeu, donc on va rechercher une carte et la mettre en break zone. On peut par contre remettre la troisième Sœur Magus pour qu'elle soit encore destruite une dernière fois. C'est une carte qu'il faudra détruire potentiellement 3 fois avant qu'elle disparaisse. Déjà rien que ça c'est intéressant, mais la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'on peut aussi mettre des cartes, n'importe quelle carte, c'est pas forcément une Sœur Magus. Donc je peux aller chercher des cartes que je n'ai plus envie de piocher. Supposons j'ai une Maria sur le terrain, et que l'adversaire ne joue pas, moi je sais qu'il ne joue pas terre par exemple, ou vent, il ne peut pas forcément la gérer, et bah je peux prendre ma Maria et me dire, bah j'ai plus envie de la piocher, et je la mets dans la break zone, comme ça je serais sûr que dans mes pioches, bah, je l'aurais plus, et j'aurais plus une pioche entre guillemets morte. Donc Sœur Magus c'est excessivement fort, on va la jouer en x3, c'est important, c'est vraiment une carte qui est magique. Donc on passe avec nos avants qui ont besoin, qui ont des effets chiants pour l'adversaire quand ils attaquent. On va jouer 2 Paul. Alors Paul il a 2 intérêts, c'est que c'est un avant qui coûte pas cher. Pour 4000, bon c'est pas très fort mais il coûte pas cher. Il a deux gros intérêts. Premier intérêt c'est qu'il ne peut de base lui ne pas être bloqué par un avant qui coûte trop plus. Donc on n'a même pas besoin d'utiliser l'effet d'arc pour qu'il soit entre guillemets imbloquable. Donc déjà c'est fort, ça nous évite de gaspiller quelques ressources pour lui. Et surtout que son intérêt principal c'est que lorsqu'il inflige des dégâts à l'adversaire, il va se meuler de 5 cartes. C'est-à-dire qu'il va prendre les 5 cartes de son deck et les met dans sa break zone. Donc c'est une carte qu'on a absolument pas envie qu'elle passe quand on la en face, faut pas qu'elle attaque, faut pas qu'elle le puisse passer. Sinon, elle va faire beaucoup trop de cartes advantage. On va retirer beaucoup trop de cartes du deck adversaire, et en plus de ça, si jamais il perd des cartes qu'il peut récupérer dans sa break zone, on a toujours le mage blanc pour gérer ça. Donc Paul c'est vraiment très fort. Il va être compliqué, il va être facile à gérer, parce qu'il n'a que 4000 de force, et il est complètement ciblable. C'est pour ça qu'on a des cartes comme Aeris qui vont permettre de la rendre un peu plus compliquée à gérer. Sa force n'est vraiment pas trop un problème, parce qu'en général, des avants de coup 2 ou moins, il n'y en a pas une infinité dans les decks adverses. Il y a Nouvelle Porum évidemment, mais Nouvelle Porum je crois qu'elle est moins forte que Paul, donc c'est pas si grave que ça. Deuxième avant qu'on va jouer dans cette manière-là, ça va être Nanamigo. Alors Nanamigo c'est un avant qui coûte 3 et qui a 6000 de force. Encore une fois on reste des avants qui sont pas très forts, mais encore une fois elle a plusieurs intérêts. Premier effet c'est qu'elle ne peut pas être bloquée par un avant qui coûte 4 ou plus. Donc c'est un peu comme un Paul, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de mettre beaucoup de ressources pour qu'elle passe, mais là c'est un peu plus compliqué parce que c'est-à-dire que les avants de coup 3 peuvent bloquer. Et les avants de coup 3 il y en a beaucoup plus cette fois-ci dans le jeu. Et qui sont joués surtout. Donc on va souvent devoir faire arc dessus pour qu'elle puisse passer. Mais un deuxième intérêt, c'est que comme Paul, quand elle va faire des dégâts à l'adversaire, on va lui meuler 2 cartes. C'est-à-dire qu'elle va prendre les 2 cartes de son deck et les mettre dans la break zone. Et si ce sont 2 cartes qui sont du même élément, et bien on va piocher une carte. Donc c'est une carte qui est excellente contre les monos, parce que on est sûr à 100%, ou 99 si jamais joue des cartes lumière ou ténèbres, on est quasiment sûr que ce sont des cartes du même élément qui vont arriver. Donc non seulement on va faire défausser des cartes, mais on va piocher. Donc c'est vraiment très fort, c'est très chiant quand l'adversaire passe. Et même contre
contre les bicolores ou les tricolores, bah rien que le fait que le débarrasser de 2 cartes en plus dans son deck, ça suffit. Donc ces 2 cartes là on joue qu'en x2 parce qu'elles sont pas très fortes en termes de body, et qu'elles vont être gérées assez rapidement, donc on n'a pas envie de mettre tout notre deck par-dessus. Hop, troisième carte qui va nous permettre d'attaquer et qui va être chiant pour SR, ça va être Jidan L Opus 6. Alors pourquoi Jidan L Opus 6 c'est très fort? Alors c'est un avant pour 4-7000, donc on reste sur un avant qui a un body pas excellentissime, mais lui c'est vraiment pas son intérêt. Son intérêt c'est que déjà de base il ne peut pas être choisi par les compétences de notre adversaire. C'est-à-dire que pour le gérer c'est invocation ou rien d'autre. Lui on peut le bloquer autant qu'on veut, donc c'est pour ça qu'on va essayer de mettre l'effet d'arc dessus sur lui le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va attaquer, votre adversaire va nous montrer sa main. Donc déjà rien que ça c'est extrêmement fort. Et parmi ces cartes qu'il nous a montré, on peut choisir un de ses avants et on peut lui défausser la carte. Donc déjà rien que comme ça, rien que dit comme ça, c'est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on peut, à chaque fois qu'il va attaquer, avoir l'information sur la main de l'adversaire et éventuellement lui défausser une carte qui est très chiante. Donc elle est dure à gérer et dès qu'on l'attaque, elle va avoir un effet très chiant. C'est tout ce qu'on veut dans ce deck-là. Mais en plus de ça, on va rajouter à l'abus en disant que maintenant à chaque fois qu'un adversaire va se défausser une carte, peu importe l'effet, hein, c'est-à-dire que Jidan ou autre chose, on peut choisir un de nos personnages vent et on va le réactiver. Donc ça peut être de réactiver des soutiens pour relancer l'effet d'arc, le réactiver lui-même pour dire bah j'ai attaqué comme s'il avait bravoure, rattaquer un avant, par exemple un Yasmat qui a besoin d'être là en bloqueur pour pouvoir bloquer. Voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Donc Jidan c'est extrêmement fort, on en profite. On va ensuite jouer de Selkie Opus 9. Alors pourquoi Selkie Opus 9 c'est fort? C'est un avant pour 3-7000, donc là on revient dans un body qui est tout à fait correct, et qui va en effet à chaque fois qu'il va attaquer. Donc quand il attaque, on va révéler la carte sur notre deck, et si c'est un avant vent, on peut le mettre à notre main. Ça a l'air assez gimmick comme ça, mais vu qu'on joue un deck avec on joue un deck mono-vent, donc on est sûr que ce soit du vent, et qu'on joue un deck avec beaucoup plus d'avant que de reste, on ne joue pas forcément beaucoup d'invocations, et ben on a quasiment sûr de tomber, on a une chance sur 2 de tomber sur un peu plus d'une chance sur 2 de tomber sur un avant, et donc de pouvoir le piocher. Donc ça nous fait du cas avantage pour une carte qui est plutôt rentable, parce que pour 3-7000, ça reste tout à fait correct. On a fini donc avec les avants qui vont attaquer, donc on a déjà 4 avants qui ont cet effet-là, donc on va essayer d'en abuser avec arc. On va jouer ensuite Selkie Opus 8, donc c'est pas le même, hein. On a le mâle, voici la femelle. Donc elle c'est pour 4-8000, donc on reste sur un body qui est relativement correct, hein. Et elle nous dit que elle, lorsqu'il y a eu terrain à la break zone, notre adversaire va mettre les 2 cartes sur son deck dans la break zone, et si ce sont 2 cartes du même type, on va piocher une carte. Alors du même type, c'est-à-dire si ce sont 2 avants, 2 soutiens, 2 invocations, 2 monstres, voilà, si c'est 2 fois le même type de carte, on va pouvoir piocher une carte. Pourquoi on joue ces cartes-là? Parce qu'on, vous avez remarqué qu'on joue quand même un peu de meule, on a la Riku, on a Nanamigo et Paul, donc on va essayer d'en profiter un peu pour continuer à jouer un peu meule. C'est un avant donc qui a un body tout à fait correct, et que si jamais elle est détruite, bah on peut quand même en profiter. Ça va être un peu, entre guillemets, notre bloqueur avec Yasmat. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément là pour attaquer, mais que si jamais elle attaque, même si on ne peut pas échanger les avants, bah on va pouvoir quand même gagner quelque chose. On la joue en x2, parce qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup plus. C'est une bonne carte, n'hésitez pas, elle est vraiment très forte. Qui dit monovent dit forcément Barthes H Opus 1. Pourquoi? Pour 5-9000, donc c'est un très bon body, et que lorsqu'il rentre sur le terrain, je réactive tous les personnages vents que je contrôle. Donc à supposer qu'on ait 5 soutiens vents, bah, ça peut être tout simplement un avant qui est gratuit parce que je paye 5, je le joue, je réactive mes 5 soutiens. Mais on réactive pas que les soutiens, on réactive tous les avant vents. Tous les personnages vents, donc c'est-à-dire avant et monstres compris. Ça va nous permettre par exemple de dueler tous nos avants avec l'effet d'arc pour activer son effet et pouvoir en reprofiter derrière. Donc voilà, vous avez vu que le deck tourne vraiment autour de arc et de Yasmat, parce que Yasmat, ça il nous permet de profiter de arc à fond. Donc c'est vraiment la carte centrale du deck, c'est vraiment arc. Hein. Il nous permet de transformer les cartes en imbloquables. On va jouer une Y'shtola Opus 1, Opus 5 en x1. Pourquoi je la joue qu'en x1? Parce que je pourrais la jouer en x2 ou x3, ce serait peut-être plus intelligent. Mais j'avais envie de jouer une autre carte en x2 qui va arriver, c'est un autre avant en x2. Et du coup je me suis dit bon bah je vais tester en x1. C'est de toute façon le but, on n'a pas un deck très confort, un deck plus agressif. Donc l'avoir une seule fois, c'est pas très grave.
Qu'est-ce qu'elle fait? Donc je sais, si vous la connaissez, parce qu'elle est très jouée, hein, vous devez forcément la connaître. Donc pour 3 7000 c'est toujours correct. Elle ne reçoit pas de dégâts d'invocation de compétences, donc c'est à dire que pour la détruire, il faut la détruire avec des compétences qui détruisent, ou qui retirent du jeu. Et je peux la mettre du terrain à la break zone, et je choisis une invocation ou une compétence auto, et j'annule son effet. Ça va nous permettre de transformer des cartes qui vont nous gêner, par exemple Diablo, des invocations qui sont chiantes, ou des capacités auto, en disant non tu ne la fais pas, et on peut complètement annuler un play adverse, grâce à ça. C'est excellent, franchement c'est l'une des meilleures cartes du jeu, sans hésiter. N'hésitez pas à la jouer, moi je joue en x1, mais encore une fois, n'hésitez pas à en mettre plusieurs, ce qui est vraiment très fort. Parce que la carte que moi je voulais jouer en x2, c'était donc... Hop, vous la voyez pas, on va bouger là, on va jouer Deus en x2. La Deus opus 9. Alors pourquoi Deus opus 9? C'est un avant à 1 3000, donc très peu cher, mais un tout petit body, mais qui va avoir plusieurs intérêts. Premier intérêt, c'est que les avants autres que Deus que je contrôle gagnent plus 1000 de force. Donc, c'est la deuxième partie du deck, c'est que on veut transformer nos avants qui sont pas très forts en avants suffisamment forts. Arc va booster, Maria va booster, et on a Deus qui va booster en plus. Donc c'est à dire qu'on peut avoir un Jin à 10 000, une celle qui a 10 000, un Paul à 7 000, un Amigo à 9 000, enfin... On peut avoir des cartes qui sont vraiment très fortes. Donc même si on n'arrive pas à faire l'effet d'arc autant qu'on veut, on peut avoir des très gros body. Un Yasmat peut arriver à 13 000 par exemple, ce qui peut être très fort. Son deuxième effet ne va pas être utile du tout pour nous, parce qu'on ne joue pas classe 0, son deuxième effet c'est les avants de job classe 0 que je contrôle autre que 2 gagnent plus 1000 de force. Cet effet là ne va pas être joué pour nous parce qu'on ne joue pas d'avant classe 0 autre que cette carte. Mais voilà, je voulais tester donc cette carte là parce qu'elle coûte 1, donc c'est l'avant qui arrive très vite, et donc ça va être une carte supplémentaire pour pouvoir faire l'effet d'arc le plus souvent possible. Donc voilà, donc au niveau des avants ce sera tout. On va pouvoir passer au niveau des invocations et des monstres. Nous voici donc pour les invocations, on ne jouera pas monstres dans ce deck là, on va jouer que les invocations. Et donc l'objectif va être de gérer les cartes qu'on ne peut pas entre guillemets gérer, c'est-à-dire si jamais il y a des avants qui peuvent bloquer mes cartes qui sont gênants, bah, mes cartes sont là pour les supprimer. Alors, on va commencer par jouer 2 Diablo plus 5. Pourquoi on joue 2 et pas 3? En temps normal, je vous dirais jouez en 3, n'hésitez pas. Mais avec l'Opus 9 est arrivée une carte qui va être très gênante pour Diablo, c'est Dragon des Brumes. Dragon des Brumes, c'est une invocation de terre pour 3 qui dit pour 3, je peux annuler n'importe quelle invocation. C'est très gênant pour Diablo parce que il coûte 5 quand même, et normalement, il est gratuit, ce qu'on va faire. Je vais vous lire les effets, vous allez comprendre. On peut choisir 2 des 4 actions suivantes. Je choisis un avant de coup 5 ou plus, je le détruis. Je choisis un avant de coup 4 ou moins, il a plus que 1000 de force à la fin du tour. Je réactive tous les avants que je contrôle, ou je réactive tous les soutiens que je contrôle. En général, on va faire l'un des 2 premiers effets, donc détruire un coup 5 ou plus, ou transformer en avant, mettre la force en avant de 4 ou moins à 1000 de force, et on va réactiver nos soutiens. Si notre invocation qui a coûté 5, nous a coûté entre guillemets 0, donc on s'est débarrassé d'une carte. En général, c'est joué comme ça et c'est excessivement fort. Maintenant, à cause du Dragon des Brumes, on va payer 5 pour avoir aucun effet et avoir gaspillé tous nos soutiens. Donc, pour éviter ça, on va en jouer que 2. Ça reste quand même largement suffisant, c'est quand même très fort. Mais du coup, cette carte qu'on a perdue, on va essayer de la mettre dans d'autres cartes qui sont moins susceptibles de se prendre un Dragon des Brumes. Cette carte, justement, c'est Chaos l'intemporel. Alors, Chaos l'intemporel, on va jouer cette fois-ci lui en x3. Alors, pour 3, son X-Burst, qui a un effet suivant. Lorsque je choisis un avant contrôlé par mon adversaire et je le détruis, aussi simple que ça. Et je peux si cet avant est mis dans le terrain à la break zone, l'adversaire peut jouer un avant puis sa main sur le terrain. Donc il y a quand même un gros contre-coup, c'est-à-dire que même si je détruis son avant, il va pouvoir en rejouer un sur le terrain. Pourquoi c'est pas très si gênant que ça? Parce que dans ce deck-là, j'ai pas forcément envie de me débarrasser de ces grosses cartes, j'ai envie de me débarrasser des cartes qui peuvent bloquer mes avants. C'est-à-dire ces petits avants. Donc si je rejoue des gros avants par-dessus, bah c'est pareil, ils pourront quand même pas bloquer mes avants. Et en plus de ça, on va avoir un deuxième avantage, c'est que comme vous voyez, on joue Jidan, et donc du coup on va pouvoir regarder la main de l'adversaire à chaque fois qu'on attaque. Et donc s'il n'a pas d'avant, on peut renchaîner sur un chaos pour être sûr de détruire un avant et qu'il n'y ait rien d'autre qui se remet sur le terrain. Donc c'est vraiment très fort, je joue en x3 à la place de 3 Diablo. Mais voilà, c'est vraiment une très bonne carte. On va jouer 2 Sylph Opus 9. Alors Sylph Opus 9, c'est une des nouvelles invocations de l'Opus 9, qui sont globalement assez moyennes, mais je trouve que celle-ci peut faire pas mal de choses en mono. Pourquoi? C'est que tous les avants que je contrôle gagnent plus 1000 de force, et je pioche une carte. C'est un X-Burst, ça coûte 1. C'est-à-dire que c'est une carte qui coûte pas cher du tout, elle est vraiment quasiment gratuite.
elle va me permettre de transformer un bloc qui était quasiment moi tout le 2 en un bloc où je survis. Pour une carte à 1, c'est très fort, et en plus de ça, on va piocher une carte. Donc rien que pour 1, même si son effet de plus 1000 ne va pas forcément intéresser, pour 1, piocher une carte, c'est excessivement fort. Faut pas hésiter. Donc je la joue en x2 parce que, pas forcément besoin de plus, je préfère jouer d'autres cartes. Comme je dis, on n'a que 50 cartes dans les decks, donc on a des slots à mettre. J'en mets que 2, pas besoin de plus. Et enfin, l'invocation qu'on va jouer, c'est Shemazet Opus 9. Shemazet Opus 9, encore une fois, c'est une carte qui va être très polyvalente. C'est une invocation pour 2, et je choisis l'une des 3 actions suivantes. Je choisis un soutien de coût 3 ou plus, et je le renvoie dans la main de son propriétaire. Ça, c'est globalement très fort, parce que ça nous permet de virer les soutiens qui sont très chiants, notamment tous les soutiens qui boostent. Les Waka, les Enacross, le Bro, Maria, et la foudre, c'est Lulu. Voilà. On peut se virer tous ces soutiens-là, donc même si c'est que pour un tour, bah, ça nous permet de transformer un bloc, encore une fois, moi tous les deux, en je survis et pas d'eau. Deuxième effet, c'est que je peux choisir un monstre de coût 3 ou plus, et je détruis. Ça, encore une fois, c'est assez anecdotique parce qu'on ne joue pas forcément beaucoup de monstres dans la méta, mais ça peut toujours être utile. Et enfin, le dernier effet qui va être beaucoup plus intéressé, c'est je active tous les avants que je contrôle. Ça me permet soit de relancer un combo avec arc, c'est-à-dire que je duel tous mes avants pour faire l'effet d'arc, j'active Shemazet, je réactive tous mes avants, et je peux attaquer avec ces avants-là. Ça peut être utile, et ça peut être aussi utile en défense. C'est-à-dire que j'ai attaqué avec tous mes avants, j'ai pas de quoi pouvoir me défendre, donc l'adversaire va forcément se mettre à dire bah je peux attaquer tranquillement. Bah dans ce cas-là, on va lui dire bah non, moi j'active tous mes avants et je bloque. Donc voilà, donc c'est une carte qui est vraiment très polyvalente et qui fait beaucoup d'effets intéressants. Donc voilà, donc c'était mon deck monovent. C'est globalement plus du fun que la compétition, mais ça reste quand même très viable. Ce sera, comme j'ai dit au début de la vidéo, beaucoup moins fort que le monovent classique avec Yuri, Shelinka, etc. On fera beaucoup moins de choses, on gérera beaucoup moins de terrain. Mais j'ai envie de tester une version un peu plus agressive et profiter forcément de la stabilité du monovent pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, mettre un pouce bleu, dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis passez une bonne soirée et à plus. Ciao.